direct du Mine de Marseille avec une table ronde et un sujet qui était un peu un fil rouge finalement tout au long de la matinée sur le rôle du numérique et le rôle de l'attractivité du numérique sur ce grand territoire qui est Aix-Marseille-Provence. 3 interlocuteurs, presque 4, mais on verra ça tout à l'heure. Stéphanie Rayu, d'abord, on commence par les femmes. Vous êtes présidente de Made in Soft. On peut dire le cluster des entreprises du numérique pour faire vite? Oui, effectivement, même si le cluster aujourd'hui, je pense que c'est Un mot un qui n'est mot pas un peu vraiment inapproprié. Ouais. Je absolument. préférais booster, mais bon, Mais effectivement, nous booster, sommes ça me un va cluster. bien. Parfait. À vos côtés, Thomas Carjean, vous êtes le patron de Bonjour. Mail in Black. Bonjour. Et vous êtes secrétaire général d'Aix-Marseille French Tech, nouvellement arrivé au board. Et Cyril Zimmerman, j'ai presque envie de dire on ne vous présente plus, mais on va vous présenter quand même. Oui, quand même. Vous êtes le créateur de La Plateforme, donc une école de codage qui s'est installée à Marseille, en tout cas sur le territoire de la métropole il y a peu, mais on parlera également de votre parcours. Avant de rentrer dans le détail, nous avons un invité, j'ai presque envie de dire un invité surprise, Fabrice Cocchio, qui est le président France d'Interaction, devait être avec nous, mais finalement il ne peut pas être en présentiel, pour reprendre un terme qu'on a beaucoup utilisé. Mais nous lui avons posé quelques questions et on va l'écouter via une interview enregistrée hier. Si c'est le quatrième, c'est parce que depuis 6 ans, nous en avons déjà construit 3 avant et que nous sommes face à une très très forte demande pour installer les plateformes informatiques et télécoms de nos clients américains, européens, chinois, et que notre métier, c'est aussi un petit peu de pousser les murs, donc de créer des nouveaux espaces. MRS4, c'est un peu plus de 6 000 m² de salles informatiques que nous livrerons à partir de juillet 2022 et nous aurons totalisé déjà plus de 25 000 m² de salles informatiques en 6 ans, ce qui est beaucoup. Nous avions fait, alors que nous sommes numéro 1 en France, 20 000 m² en 20 ans à Paris. Les câbles sous-marins qui expliquent d'ailleurs la forte présence d'Interaction à Marseille depuis 6 ans, puisque 99% des flux télécoms et Internet mondiaux passent par les câbles sous-marins, sont les éléments d'infrastructure les plus essentiels pour échanger entre Marseille, donc l'Europe, vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et jusqu'en Asie. Le câble PIS, qui est un câble chinois qui correspond aux nouvelles routes de la soie, est un câble extrêmement important, non seulement bien sûr parce que c'est une nouvelle artère vers la première économie mondiale qu'est la Chine, mais surtout parce qu'il y a de moins en moins une raison de parler en termes de câble, mais plutôt en termes de terabits, c'est-à-dire de capacité du câble. Et pour que tout le monde comprenne, PIS à lui tout seul, ce câble-là, c'est le double de la capacité des 15 câbles déjà installés à Marseille. Donc d'ailleurs, chez Interaction, désormais nous parlons en terabits et non plus en nombre de câbles. On fait toujours référence au câble, mais la capacité de communication est bien plus importante que le câble lui-même. Que ce soit l'agence d'investissement en Provence ou que ce soit la ville, que ce soit la CCI, ou que ce soit le département, ils sont très conscients des enjeux et surtout des atouts que ça représente pour la région. Ceci dit, c'est à nous tous de faire connaître cette particularité, et même pour la France, parce que la France a une chance extraordinaire. Nous sommes le seul pays européen à avoir 2 hubs d'envergure mondiale, que sont donc Paris, région parisienne, et Marseille, mais surtout, de surcroît, parmi le top 10 mondial. Marseille est de nulle part, hein, puisque c'était il y a 6 ans moins de 100, la place 100 dans le nombre des, ou plutôt dans le classement des hubs mondiaux, est passé dans le top 9 et devrait passer effectivement dans le top 5 dans les 2 à 3 ans qui viennent. C'est une chance pour la France, c'est une chance bien sûr pour la région, c'est une chance pour les entreprises et les services publics à proximité d'avoir un aéroport international des data, puisque c'est de ce dont il s'agit, à proximité pour le développement économique. Alors,
bien évidemment, déjà, nous, en tant qu'Interxion, en tant qu'acteur de data center, nous avons recruté beaucoup de gens. Nous recrutons de façon permanente des acteurs d'infrastructure, mais ce sont surtout nos clients qui recrutent des ingénieurs, des techniciens. Il y a sûrement des chances que dans les prochaines années, comme nous l'avons vu en région parisienne, un certain nombre de centres de décision se placent au plus près de la data, de façon à pouvoir justement réaliser la transformation digitale dont nous parlons tous les jours, mais qui se matérialise très clairement dans les data centers, certains data centers, ceux qui concentrent justement les réseaux télécoms terrestres et les réseaux télécoms sous-marins. Stéphanie Ragu, on vient d'écouter Fabrice Cocchio qui donne des chiffres, je trouve, assez édifiants quand il dit on a installé 25 000 m² en quelques années sur le territoire d'Aix-Marseille contre 20 000 m² en 20 ans à Paris. Ça prouve l'attractivité du territoire en termes numériques. Effectivement, on a un écosystème qui est très riche sur Aix-Marseille. Hein. Aujourd'hui, quand on parle numérique, c'est universel le numérique. Hein. N'oublions pas, c'est l'utilisation au quotidien des outils de la nouvelle technologie. Et puis nous, Made in Soft, on aide actuellement les entreprises dans leur accélération de la transformation digitale et on accompagne effectivement les collectivités. Alors, quand on parle numérique aujourd'hui, quand on parle Salité. On parle de compétitivité surtout et de souveraineté de l'emploi. Donc ça, c'est important puisque je pense qu'aujourd'hui, on a une accélération de l'emploi dans les secteurs du numérique. Je pense qu'on verra après. On mesurera plus tard, vous voulez dire ? Absolument. Voilà, tout à fait. Même réaction, Thomas Kerjean, vous avez repris, mais vous êtes arrivé au sein de Mail in Black. Mail in Black a été créé à l'époque où on ne parlait pas finalement de sécurité informatique et tous ces sujets qui ont été aussi très prégnants pendant la crise. Ça vous évoque quoi, les mêmes données ? Les mêmes données données par Interxion en disant que finalement oui. Marseille a des capacités d'attractivité en termes numériques. Alors, il y a 4-5 sujets en numérique, hein, le cloud, et donc l'infrastructure. Et donc, on est heureux d'entendre qu'une région comme la nôtre a une capacité à traiter des données, à adresser quelque chose qui, en termes d'impact européen, peut être fort. L'intelligence artificielle, on a énormément de talents dans notre région sur ce sujet-là, qui est un vrai sujet de présent et d'avenir sur le numérique. Les objets connectés, on a tout un historique de carte à puce dans la région ou d'autres typologies d'objets dont Cyril pourra parler. Sécurité et tous les sujets applicatifs. Donc il y a des sujets sur lesquels on peut très bien se positionner, effectivement, comme les sujets d'infrastructure, cloud, qui sont source d'embauche de talents qualifiés. Et Cyril les forme pour la plateforme pour les générations à venir. Et l'intelligence artificielle et cybersécurité, on a de très bonnes positions. Et en post-Covid, comme vous le disiez, la région est d'autant plus attractive qu'on peut travailler à distance. Et donc on a un vrai positionnement à prendre en Provence sur le recrutement de talents sur plusieurs de ces 5 secteurs d'activité numérique. Cyril Zimmermann, même question. Ces chiffres-là, ça vous évoque quoi ? Avant de rentrer un peu plus dans le détail sur le rôle des écoles de codage, mais d'avoir finalement des données qui positionnent Marseille. Et puis on viendra avec vous aussi pourquoi vous avez choisi ce territoire, dont vous n'êtes pas natif, hein, je précise. Et ça a son importance quand on parle d'attractivité. Mais voilà, les données qui nous ont été révélées par Fabrice Cocchio, ça vous évoque quoi ? Ça vous surprend ou vous trouvez ça finalement logique ? Alors ça ne me surprend pas totalement parce que je les connaissais, mais ça manifeste une réalité qui est, à mon avis, très importante. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ville, une métropole française européenne qui a le leadership très net sur les autres en termes de numérique. On est tous encore sur la même ligne de départ, c'est-à-dire qu'on n'en est qu'au début. Et le fait que Marseille, sur cette ligne de départ, ait un petit avantage en fait sur les autres est extrêmement important parce que ça permettra d'aller plus vite. Mais on a, grâce au numérique, la chance, dans un contexte économique global, en fait, de se dire on n'est pas en retard, on est même plutôt en avance. Donc profitons-en et accélérons dans ce domaine qui est un domaine d'excellence. Comme les sciences du vivant, en fait, sont extrêmement reconnues et en avance à Marseille par rapport à d'autres. On a quelques domaines comme ça sur lesquels on est en avance de phase, on est plus performant, on a plus d'infrastructures, on a plus de capital humain. Accélérons là-dessus, c'est là où on sera les meilleurs.
On a évoqué dans les questions qui étaient posées à Fabrice Cocchio l'arrivée du prochain câble sous-marin, le 15e, qui effectivement emprunte les routes de la soie. C'est un câble qui va permettre justement à la métropole d'arriver dans le top 5 des villes, des métropoles connectées. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important en termes d'attractivité, qui a même... Oui, est-ce que c'est assez su même? Oui, alors effectivement, c'est le fameux projet PIS. Absolument, oui. Dont on parlait tout à l'heure avec Thomas. C'est 12 000 km, à venir 15 000 km, je crois, allant du rond-point du Prado jusqu'au Pakistan, puis ensuite l'Afrique. Oui, on l'attend et j'ai envie de dire juste un message. On en parle beaucoup, énormément, mais aujourd'hui, il y a encore très peu d'entreprises de la région qui peuvent participer au projet. Ça, c'est un peu dommage quand même. C'est important de le dire, en effet. Ben oui, je pense que effectivement, Laurence, vous me connaissez pour mon franc-parler, mais on en parle beaucoup, comme des JO 2024 aussi, où on espère faire travailler toutes nos pépites start-up, notamment ici en région PACA, pour pouvoir participer à l'innovation sur ces projets. À ce jour, on connaît le projet, on sait où il est. Mais voilà, on va dire que c'est pas tout à fait la région de Marseille ni la France qui travaille dessus. C'est dommage. Le message est passé, je crois. Voilà. Qu'est-ce qui peut changer ce câble, Thomas? Il peut changer, il peut mettre en lumière, comme le disent Stéphanie et Cyril, une nouvelle région qui était connue historiquement pour avoir un retard économique, avoir un retard en termes d'infrastructure, d'éducation, d'emploi, notamment dans les secteurs créateurs d'emplois. Donc il peut mettre en lumière un territoire et des acteurs comme nous pouvons tout à fait militer pour nous inscrire dans le fait que l'écosystème bénéficie de cet effet de lumière en termes d'attractivité pour la ville, pour les villes de la région. Cyril Zimmermann, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas natif de Marseille. Vous avez fait le choix de Marseille. Vous nous racontez pourquoi vous avez fait le choix de Marseille et comment? Alors, je suis effectivement haut-savoyard. Et après avoir... Les Marseillais ici vous diraient nul n'est parfait, mais ils me la font aussi. Hein, donc, je partage avec vous le fait de ne pas être Je vous laisse libre de tous ces commentaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après être passé par Lyon, Paris, et puis avoir bougé un petit peu en Europe et aux États-Unis, on s'est installé familialement à Marseille il y a un petit peu plus de 11 ans. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que pour la première fois, quand on m'interroge sur ce que je fais, je me définis comme entrepreneur marseillais. Mais c'est très récent, il m'a fallu 10 ans. Donc je fais le pas, j'espère qu'en fait je suis vu comme ça aussi, mais en tout cas je me sens comme ça aujourd'hui. Donc quand vous êtes arrivé à Marseille, vous êtes arrivé avec votre projet d'école de codage donc, qui s'appelle La Plateforme. Pourquoi? Alors je ne suis pas arrivé à Marseille il y a 11 ans avec. Il y a 11 ans j'avais encore mes centres d'intérêt économique plutôt à Paris. Et puis j'ai revendu la plupart de mes sociétés. Effectivement il y a 3 ans, au retour d'un nouveau séjour aux États-Unis, je trouvais que le parallèle qu'on fait très souvent entre la Silicon Valley et la Provence a bien des limites. En même temps, la Silicon Valley, au départ, c'était une fac, Stanford, et une entreprise, Hewlett-Packard. Et ils ont fabriqué en fait, des puces, en fait, et c'est devenu la Silicon Valley. Et après, par effet de diffusion, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ça a mis 40 ans. Mais quand même, c'est assez impressionnant. Donc, l'effort d'investissement de départ n'est pas si gigantesque que ça. C'est-à-dire que pourquoi les gens vont sur la côte ouest américaine ou pourquoi ils viennent ici? Parce qu'il y a une qualité de vie, ça on le sait tous. Après, si vous rajoutez à ça des infrastructures de transport, des infrastructures de connexion et de connectivité, comme on en parlait à l'instant, et des infrastructures en fait, de formation du capital humain, c'est-à-dire des ressources humaines, il y a déjà Aix-Marseille Université, il y a en fait Centrale Marseille, il y a des écoles privées, il y a des écoles... Mais à un moment donné, si on arrive à chasser en bande, s'organiser pour faire émerger la masse critique et montrer au-delà des frontières de la métropole, de la région nationale et internationale, c'est là que ça se passe, on peut prendre ce marché parce que personne ne l'a pris. Donc, avec Made in Soft, avec AMU, avec la plateforme, avec le Top 20, avec la Chambre de commerce, avec l'ensemble des acteurs privés, publics, l'ensemble en fait, des parties prenantes politiques en fait, de la ville de Marseille, de sa métropole, son département, de sa région, on a cette capacité maintenant. Pas dans 5 ou 10 ans, mais si on agit tous collectivement maintenant, et c'est ce qu'on a fait avec le Top 20, on aura cranté ça, et après, écoutez, il n'y a qu'à nous en fait, de le développer, mais en 2 ans, on est passé de 0 à 350 étudiants pour la rentrée de septembre 2021. Et notre ambition, c'est de passer à 3000 étudiants d'ici 5 ans et de faire la première école informatique inclusive de France. Et inclusive, pourquoi?
parce qu'on est à Marseille et parce qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est un langage qui remet les gens sur la même ligne de départ, pour reprendre la même métaphore. Et donc, ça serait dommage de ne pas en profiter pour proposer à toute la jeunesse, quel que soit son milieu social, quel que soit son niveau d'éducation initiale et de formation initiale, de dire vous pouvez vous former gratuitement et de façon très qualifiée à des métiers de haute technologie et des métiers qualifiés, des métiers de col blanc. Et c'est ça la mission de la plateforme. Ça vous inspire quoi, Stéphanie Ragus, que vient de dire Cyril Zimmermann? Je suis très heureuse d'entendre ce discours, effectivement, qu'on essaie de tous prôner actuellement, d'ouvrir, de ne pas travailler dans son coin, de participer à la digitalisation sur des projets communs. Si on n'y arrive pas, peut-être que notre voisin peut y arriver, notamment avec les écoles, la plateforme et d'autres. Il y en a énormément sur Marseille. Mais la bande passante, elle est maintenant. Elle ne sera pas ni l'année prochaine ni dans 2 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut travailler tous ensemble dessus. Et on est une région encore assez riche, que ce soit sur les data, que ce soit sur la 5G également, où tous les métiers du technicien, télécom, opérateur, etc., planificateurs vont arriver. Et c'est très important d'avoir des cycles de formation courtes pour pouvoir embaucher vite, en fait. Vite, Oui. et nos collaborateurs de demain surtout. Oui. Démystifier un petit peu ces bac+5, puisqu'aujourd'hui, dans le numérique, on peut travailler en dessous du bac+5. 80% des emplois sont en dessous du bac+5 dans le numérique. Donc profitons-en, mais c'est maintenant. Thomas Carjean, même question. Ça vous inspire quoi, ce travail en commun que tous les territoires font la promotion, mais ça vous inspire quoi? C'est vrai qu'on a plutôt l'impression qu'ici ça marche bien. Je travaille avec la plateforme, j'embauche des gens Voilà un exemple concret. qui sont certifiés en intelligence artificielle chez Mail in Black. Donc à mon échelle, je ne peux qu'inviter les autres entreprises membres de Made in Soft à se tourner vers la plateforme pour tout simplement pour réintégrer des talents qui n'ont plus de dette éducative, qui n'ont plus de dette économique, qui peuvent participer au prochain cycle. Et puis macroscopiquement, ce que j'en pense, c'est qu'il y a une demande en France pour du bac +2, +3 de développeurs web junior qui n'est pas adressée. Donc il y a une opportunité massive à saisir pour des gens qui ont raté des premiers cycles éducatifs et qui sont pour autant smart et qu'on peut révéler à travers des programmes type plateforme. Et je ne cite que ce métier-là, développeur web junior, c'est-à-dire développeur front-end en JavaScript, HTML, mais je sais que la plateforme va s'attaquer aussi à des sujets de type Java, à des types IT Pro Manager. Ils le font déjà sur Data Scientist. Donc étant né pour ma part dans cette région, mais n'y étant venu travailler que depuis 2 ans, parce que je suis un enfant des GAFAM, donc je vois bien le phénomène mondial des GAFAM et Batix, les Google, Amazon et les acteurs chinois. Moi, je reviens dans ma région natale, je ne peux que me dire, et j'approuve à 100% ce genre de démarche pragmatique qui aujourd'hui se situe dans l'associatif et dans le business finalement, peut-être plus que dans d'autres, que dans les secteurs régaliens habituels. Je vois des initiatives avancées comme ça, donc effectivement, ça mérite une mise en avant forte, oui. Cyril, est-ce que les entreprises viennent suffisamment vous voir? Alors le top 20, oui, parce que vous les aviez, on va dire, contactés à l'origine du projet, donc on imagine que les entreprises viennent vous voir facilement, mais est-ce qu'il y aurait une typologie d'entreprises qui ne vous regardent pas assez? Les entreprises viennent nous voir, mais c'est pas aux entreprises de venir nous voir, c'est nous d'aller les voir. En fait, j'ai dirigé des entreprises pendant 25 ans, donc je savais très bien que j'avais pas le temps d'aller voir en fait des écoles et des facs. Enfin, ça se passe pas comme ça. Donc c'est à nous en tant qu'école d'aller voir les entreprises. Et souvent, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une TPE, une PME, une ETI ou un grand groupe, l'innovation bute sur un point très simple, mais très compliqué à résoudre, qui est je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment commencer. Et parfois, dans les grands groupes, ça se résout avec une mission de conseil donnée à une grande SS2I, en fait, et puis on fait un projet, et puis après on se le réapproprie. Et c'est des cycles assez longs qui sont assez coûteux, qui excluent de fait, en fait des entreprises de plus petite taille. Et ce qu'on fait à la plateforme et avec quoi on va voir les entreprises, c'est de leur dire, vous savez quoi, on a des étudiants qui travaillent par groupe de 4 ou 5. Certains d'entre eux ont un niveau bachelor, bac +3, bac +4. D'autres, en fait, sont déjà diplômés de l'école centrale de Marseille. En fait, ils font un postgraduate sur l'IA avec nous. Et pendant 8 semaines, ils peuvent travailler avec vous pour un projet, pour faire ce qu'on appelle un POC, un prototype. Et là, on a des chefs d'entreprise qui disent, mais
Là maintenant, oui, dans 15 jours, en fait, une fois que vous avez fini d'écrire, en fait, exactement l'idée que vous avez en tête et que vous repoussez de mois en mois depuis 2 ans, ils peuvent le faire. Ah bon? Oui, et puis ils viendront vous voir 2 fois par semaine, et puis ils vont prendre quelqu'un chez vous qui va devenir le chef de projet. Et ça, on l'a fait. On a eu des cas où il y a des entreprises qui l'ont fait pour dire, bon, on va voir, finalement, ça ne coûte pas grand-chose en termes de temps et de budget, testons. Et donc, on avait un porteur de projet, qui était le DSI, et puis est venu le directeur marketing, le DRH, le directeur financier, le DG, et tout d'un coup, ils se sont dit, mais en fait, on sait le faire, on peut le faire. Et ça, c'est ouvrir la porte à l'innovation. C'est beaucoup plus facile de le faire avec des étudiants. Il y a un moindre enjeu, en fait, pour le chef d'entreprise. Il y a une facilité à tester. Il n'y a pas un enjeu financier comme ça peut être le cas avec une SS2I. Et nous, on est là pour les écouter et puis pour les aider à définir le cahier des charges pour que les étudiants puissent vraiment travailler sur quelque chose de précis, mais que ça déverrouille quelque chose dans l'entreprise. Et ça, c'est magique. Effectivement. Stéphanie? J'entends parler des SS2I. À la base, je suis chef d'entreprise d'une ESN maintenant. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, mais on y arrive. On met en place des process d'intégration qui se passent bien, même avec la digitalisation et le mode hybride. Ça se passe de mieux en mieux. Par contre, il y a un accompagnement qui se fait et qui est beaucoup plus lourd, où il y a des gens qui vont être entre l'happiness officer et celui qui va suivre les équipes au sein même de la mission. C'est un peu plus compliqué parce qu'on demande aussi au client de partager son expérience avec nous et du coup c'est plus lent. Mais on arrive à le faire puisque encore une fois on est dans une pénurie de recrutement. Alors on va parler de la région, on va pas parler de la France et encore plus dans les métiers informatiques concernant les femmes. Hein, parce que je rappelle on est à peine à 27,4% dans la région et 28% sur le national et ça pour nous c'est un véritable fléau. Donc je trouve ça bien effectivement que Cyril puisse dire que c'est à nous d'aller voir les entreprises. Puisque nous, c'est pareil, on a la démarche d'aller voir les entreprises, de demander leurs besoins, de les accompagner et parfois de leur donner des tuyaux, du réseau, enfin vraiment les mettre en go-between avec certains adhérents afin qu'ils puissent arriver plus vite que la stratégie initiale, parce qu'aujourd'hui, même cette année, en 2021, moi j'ai des adhérents qui me disent on est sur une strat V1, V2, V3, V4. Oui, enfin, on arrive bientôt... Là, on est sur le 2e semestre, mais c'est quand même inquiétant, quoi. Donc, quand on parle de relance, finalement. Oui. Absolument, ouais. L'idéal, en fait, serait qu'on travaille ensemble. Nous, on produit de la V0 et à partir de la V1, il passe chez vous. En fait, on est le SaaS. On peut produire ce SaaS. Mais je sais qu'il y a des projets en parallèle, Théodora, et voilà, je suis bien au courant. Ben voilà, donc vous avez bien fait de venir. Justement, Medinosoft, vous avez, parce qu'on parle de relance, et relance veut dire crise, vous avez des ambitions en termes d'alternance justement pour pousser les jeunes vers l'emploi. Ça en est où ? Oui, alors effectivement, il existe énormément de choses aussi sur la région, mais on s'est aperçu en allant questionner les étudiants que en moyenne, je le répète, c'est une moyenne, un étudiant va à peu près mettre, pour aller se connecter sur un job board et remplir sa fiche, va mettre en moyenne 17 minutes. Le plan de relance qui avait été fait en 2018 par le gouvernement a très bien marché, 455 000 je crois contrats d'apprentissage et de professionnalisation. En revanche, avec la Covid, plus rien. On s'est retrouvé avec des étudiants en urgence sans entreprise, puisque les entreprises avaient d'autres priorités. La trésorerie ne savait pas comment accompagner leurs futurs collaborateurs. Donc on a décidé de monter une plateforme qui s'appelle My Made in Job, l'alternance en Provence, simplement donc via un système de bêta-moteur, blockchain, etc., et d'intelligence artificielle sur les mobiles. On a simplement décidé d'aller prendre ce qui existait sur toutes les écoles de la région, de les imputer dans ce logiciel et avec un seul numéro de téléphone à 4 chiffres, l'étudiant va pouvoir se connecter, aller chercher son stage immédiatement, son alternance, entre 9 semaines et 3 ans, et pouvoir répondre à l'instant T via un salon virtuel entre le DRH, le DG et le candidat. Donc oui, on est en plein lancement actuellement et on espère que ça marchera. Le sens de cette plateforme, c'est encore une fois de réunir tous les acteurs locaux et de pouvoir dire voilà, nous on est là, on est votre porte-parole sur l'apprentissage ou la professionnalisation, on est là pour vous aider et demain, comme la plateforme et d'autres, font d'autres projets, d'autres outils, on ira bien évidemment avec eux pour la relance, en tout cas concernant l'emploi. Thomas, vous représentez la French Tech aussi aujourd'hui.
C'est quoi le rôle de la French Tech dans cet écosystème et dans ses besoins? Parce qu'on a souvent lié numérique et start-up, mais on sait bien que le numérique est hyper transversal. Dans le cadre du plan de relance ou Pas que. pas que. Et où? Alors, dans le cadre du plan de relance d'abord. Dans le cadre du plan de relance, j'ai envie de dire ce qui était une très bonne idée passée, la notion de Startup Nation était une bonne idée, une très bonne idée il y a Cyril, Stéphanie, 10 ans, je sais plus. Le projet initial visait effectivement à soutenir les écosystèmes pour les entrepreneurs, pour créer des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard en France dans le numérique. Je pense que la mission initiale était très bonne, mais que le contexte mondial a changé. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment, c'est pas un mauvais jeu de mots pour toi, Cyril, c'est réellement comment créer une plateforme nation et peut-être une plateforme européenne. Il ne s'agit plus de créer des verticaux, il ne s'agit plus de créer des solutions verticales qui vont lever optiquement des sommes mirobolantes, mais qui en réalité finiront par être rachetées par des acteurs américains. Le vrai sujet pour moi aujourd'hui, c'est le sujet de la plateforme nation ou de la plateforme continentale. Comment on se rattribue et on s'autonomise plutôt que de s'échiner à créer des RGPD et face à des acteurs qui sont conquérants aujourd'hui, hein, des Batix et des GAFAM qui sont conquérants. Oui, là on reparle d'attractivité finalement. Tout à fait, et le plan de relance, il y a eu dans le domaine cybersécurité, dans plein d'autres domaines, des investissements publics qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de créer, fédérer des écosystèmes, des plateformes. Donc on parlait d'infrastructures d'éducation, on parle d'infrastructures de pré-embauche, de V0 pour finalement qualifier des gens pour les recruter. Donc ce que j'en pense, c'est que l'opportunité à saisir, je pense que le gouvernement, au risque de froisser certains, fait un bon job, a fait un très bon job de soutien et d'investissement, et que c'est à nous d'aiguiller, d'influencer les sujets vers la construction de plateformes et non pas de nouveaux verticaux qui certes sont rayonnants médiatiquement, mais qui ne sont pas durables. Voilà. Donc là, le job du plan de relance aujourd'hui, c'est finalement de se dire comment on crée une structure durable d'éducation. Comment on crée des pans entiers dans le cloud, comment on se rattribue la propriété du réseau en Europe. On a fait des milliards d'investissements dans le réseau en Europe. On peut tout à fait se le réapproprier. Les DNS, le Domain Name Server, tous ces pans-là peuvent être européens à juste titre. Donc j'en pense que dans toute crise, on peut voir une opportunité de se projeter ensuite, et que si je double-clique sur ton point, Stéphanie, sur l'emploi, j'en pense qu'il y a une aubaine pour un territoire qui historiquement a raté des wagons économiques, hein, et j'en viens, j'y suis né, et j'y vois vraiment une opportunité aujourd'hui pour se dire, ok, comment réembaucher des jeunes décrocheurs pour participer à ces projets qui peuvent être hébergés sur une plateforme ou qui peuvent participer à ces différents éléments d'infrastructure, mais aussi les femmes, tu l'as évoqué rapidement, je pense qu'il y a une réelle opportunité aussi. On a en France, comparé à l'Europe, l'un des plus bas taux de mise en confiance en cycle primaire, X, centrale, etc., même EPITA, et en cycle secondaire. À l'école 42, c'est 7% de femmes, donc c'est encore pire que dans les écoles. Donc est-ce que c'est pas le bon moment pour choisir peu de sujets, très peu de sujets, mettre le paquet sur ces sujets-là, et oui, pourquoi pas devenir une région qui très paradoxalement apparaîtrait comme une région plus féministe que les autres. C'est notre carte à jouer finalement, nous qui sommes stigmatisés comme des machistes entre l'italien et le... Bon, est-ce que c'est pas le moment justement pour complètement profiter de ce point faible pour en faire un point fort? Mais je pense que l'accompagnement gouvernemental est globalement bon, vraiment encourageant, qu'on ne peut pas se tourner vers un gouvernement pour tout faire, et que le gouvernement fait beaucoup ici pour l'économie traditionnelle et numérique, que le sujet c'est vraiment comment créer des plateformes cloud, des plateformes de sécurité, des plateformes d'éducation pour durer, et que ça se passe évidemment à l'échelle d'une ville, puis à l'échelle d'un pays, puis à l'échelle d'un continent. Donc en tout cas je suis très optimiste pourvu que les bonnes énergies soient réunies autour des mêmes projets, très optimiste pour qu'on réussisse ça. Même optimisme pour vous? Absolument. Sinon, on n'entreprend pas si on n'est pas optimiste. Et il y a de quoi être optimiste. Peut-être dernier sujet, vous parliez de la possibilité de créer une Silicon Valley ici. C'est vrai que ça a été très souvent même évoqué par les acteurs économiques. Vous rejoignez le point de vue de Cyril sur la possibilité de créer comme ça
j'allais dire, un centre, en tout cas une métropole, un territoire qui soit regardé partout en France et en Europe et qui se distingue pour être un peu dans la poursuite de l'idée développée par Thomas. Oui, alors après, la question, c'est où peut-il être basé? Parce qu'on a quand même 3 sites entre Aubagne, Marseille, Aix-en-Provence également, et puis le bassin de l'étang de Berre, ne l'oublions pas, avec toutes les entreprises du site pétrochimique. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a de quoi faire. On peut faire une Silicon Valley ici? Oui, je pense qu'on peut faire concurrence à Sophia Antipolis largement, ouais, sans problème, avec d'autres innovations, d'autres acteurs que nous avons qu'ils n'ont pas, ou bien tenter des passerelles justement avec Sophia Antipolis, avec Nice. Ouais, on n'est pas loin. Donc régionaliser, c'est aussi le but d'ouvrir à d'autres territoires. La digitalisation et l'innovation actuelle. Donc, et il y a la 5G aussi, donc ne l'oublions pas, ça va nous permettre de démultiplier encore plus. Oui, on n'en est qu'au début, effectivement. Absolument. Cyril, vous êtes d'accord avec cette idée de régionalisation? Oui, avec une petite précision, c'est que quand on parle de Silicon Valley, entre San Francisco et Palo Alto, vous avez 1h03 en fait de voiture, quand ça roule correctement. Donc la question de savoir si c'est à Marseille, à Aubagne, sur l'étang de Berre à Aix, en fait, on s'en fout. En fait, c'est vraiment pas un sujet. Après, il y a des choses à faire pour améliorer les transports en fait, sur le territoire, ça on le sait tous, mais bon, dans toutes les grandes métropoles, en fait, on a un sujet, en fait, personne n'a résolu. Donc oui, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Oui, c'est maintenant. Oui, la plateforme en fait souhaite y contribuer, et c'est pour ça que on a réussi à fédérer autour de nous en fait beaucoup d'entreprises, parce que c'est un projet ambitieux. Et c'est un projet ambitieux que de former des Bac +2, +3, +4, +5 sur les différents métiers de l'informatique, sur un modèle gratuit basé sur de l'alternance à l'échelle d'une métropole de 2 millions d'habitants ou d'une région de 8. Donc oui, c'est ambitieux, mais effectivement, c'est comme ça que tout d'un coup, en fait, on crée un effet d'entraînement. Et ça ne viendra pas que de nous. Mais Théodora, dont tu parlais tout à l'heure, l'épopée, la French Tech, Made in Soft, AMU, la plateforme, l'ensemble de ces projets en fait, qui sont en train d'accélérer, créent un effet d'entraînement. Il faut juste en fait, qu'on le rende visible, lisible pour nous et pour les autres. Et à ce moment-là, on deviendra très attractif. Très bien. Merci à tous les trois.